Merci, oula, c'est quantique. Bien, eh bien écoutez, merci à tous, merci Candice pour cette introduction. Pour une fois, je ne vais pas vous raconter l'actualité de la data ces dernières semaines, parce que vous en avez sans doute jusque-là parlé d'intelligence artificielle et tous ces trucs-là. Je me suis dit que pour cette dernière journée, il fallait qu'on se projette un petit peu plus loin. Et je voudrais vous parler d'un sujet que je trouve intéressant pour notre futur à tous. On va parler d'informatique quantique. Alors, forcément, on va parler de Dieu, on va parler de chat, on va parler de trucs que vous n'allez pas comprendre, que moi non plus je ne comprends pas, mais rassurez-vous, Einstein ne comprenait pas non plus. Donc vous allez tous être au niveau d'Einstein aujourd'hui. On ne va rien comprendre à quelque chose qui va pourtant révolutionner sans doute notre manière de vivre dans les 10 prochaines années. Et ça va être un petit peu le sujet aujourd'hui, parce que c'est plus de la science-fiction, c'est de la réalité, ça existe. Vous pouvez commencer à vous former sur le sujet. Sachez d'ailleurs que pendant qu'on parle, il y a des jeunes dans des écoles d'ingénieurs qui ont parfaitement compris que quand ils arriveront sur le marché, ce sera le moment de l'informatique quantique, et l'IA, ça ne les intéresse pas. C'est déjà un truc de boomer. L'informatique quantique, c'est pour la génération qui vient. Alors, en effet, je vous ai dit, on va parler de gens importants, parce que le quantique, on en parle depuis très très longtemps. En 1917, avait lieu cette réunion, la fameuse réunion organisée par Solvay. Alors, c'était pas très paritaire à l'époque. En cherchant bien, vous trouverez Marie Curie en bas à droite, mais c'est la seule. Alors, si vous regardez bien, vous verrez, le deuxième en partant de la droite, il y a une tête qui vous dira quelque chose. Oui, c'est Albert Einstein qui réfléchissait avec Planck à l'époque sur ce sujet pas encore de l'informatique quantique. On est en 1917, il n'y a pas l'informatique, mais de la physique quantique. Parce que pour comprendre qu'on ne comprend rien à l'informatique quantique, il faut qu'on parle un petit peu de physique quantique. La physique quantique, qu'est-ce que c'est ? C'est là où on va parler de chats. D'ailleurs, comme je n'avais pas le budget pour avoir des chats, je les ai remplacés par des bouviers bernois, mais vous verrez, ça marche aussi. On va parler de propriétés un peu particulières. Propriétés de composants qui sont plus petits que l'atome. Et quand on les met dans des conditions particulières, ils prennent un état quantique. C'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent plus comme le monde de la physique normale dans laquelle nous sommes. Et c'est ça qu'on va essayer, d'une part, d'expliquer, pas de comprendre, mais d'expliquer, et d'autre part, d'utiliser pour construire des ordinateurs qui vont être basés sur ces principes-là. Alors pour ça, on va parler de deux caractéristiques particulières de la physique quantique. L'intrication et la superposition. Alors l'intrication, qu'est-ce que c'est ? Là, ce que vous avez ici, c'est la première photo qui a été prise de deux particules quantiques intriquées. Alors forcément, elles sont très proches puisqu'elles sont sur la même photo. Qu'est-ce qui se passe quand on intrique deux particules ? Quand on intrique deux particules, elles mémorisent le fait qu'elles sont connectées. On ne sait pas comment. On a démontré qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'onde, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien que l'on connaisse dans notre monde de la physique actuelle qui relie ces deux particules. Et pourtant, lorsqu'une particule bouge, l'autre bouge de la même manière. Et puis on va les écarter. On va les écarter de plusieurs centimètres, mètres, kilomètres. Aujourd'hui, il semble qu'on soit arrivé à 1300 km. On écarte ces particules de 1300 km. Elles ne se voient pas, elles ne s'entendent pas, elles ne sont connectées par rien que l'on connaît aujourd'hui. Et bien elles restent intriquées. L'une bouge, l'autre bouge aussi. Ne me demandez pas comment ça fonctionne. Personne n'est capable aujourd'hui d'expliquer comment ça fonctionne. En revanche, des milliers de chercheurs essayent d'expliquer pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Et personne ne trouve. Donc, c'est une propriété que ces particules ont lorsqu'elles sont intriquées. Alors, à quoi ça peut servir, vous allez me dire ?
des bouts de particules qui ont intriqué à 1300 km. C'est bien un truc de scientifique, ça. Hein. Oui, mais ça intéresse les militaires, par exemple. Vous mettez une particule intriquée sur un bateau, ou un sous-marin, ou un avion, et puis vous observez, non pas le bateau, le sous-marin ou l'avion, mais la particule que vous avez gardée chez vous et qui est intriquée. Et bien vous savez comment il se déplace et où il est. Vous pouvez l'atteindre sans savoir véritablement où il est, parce que vous savez où sa particule intriquée est. Donc ça intéresse énormément de monde. On pourra peut-être un jour faire en même temps un data after work à Genève et à Lausanne, parce qu'on sera tous intriqués, et que je serai intriqué en ce moment avec mon double qui sera à Lausanne. Et à chaque fois que je lèverai la main, il lèvera la main de la même manière. À chaque fois que je dirai une connerie, il dira une connerie. C'est ce qu'on appelle la téléportation quantique. Ce sera peut-être possible dans quelques dizaines d'années. On n'en est pas encore là aujourd'hui, mais par contre, l'intrication, ça existe, et ça a déjà des applications dans les télécommunications, dans le cryptage, etc. Et puis, la deuxième propriété, c'est la superposition. Alors, la superposition, j'ai décidé de vous la démontrer, ou exactement de faire une petite expérience. Alors, je vais avoir besoin de deux volontaires. Deux volontaires, un ou une qui sera Newton, et l'autre qui sera Schrödinger. Alors, j'ai besoin de deux personnes. Allez, il me faut deux personnes. Je n'avancerai pas tant que je n'aurai pas deux personnes. Merci. Alors, est-ce que... Merci, installe-toi. Bonjour, comment tu vas? Comment tu t'appelles? Salut, Pascal. Alors, Pascal, tu veux être Newton ou Schrödinger? On va faire Newton. Newton, merci. Et ben voilà, Schrödinger. Parfait. Comment? Et à part Schrödinger, tu t'appelles comment? Paul. Parfait. Paul, excellent. Alors, j'ai demandé à Candice de m'apporter ses paires de chaussures. Alors, Candice, elle fait du 37,5, mais elle achète des chaussures à 175 € quand même. Il y a des belles marques. Alors, dans cette première boîte, on a dit Newton d'abord. Donc on a un bouvier bernois. On a un bouvier bernois parce que je n'avais pas de chat vivant et que c'était un peu compliqué, mais vous comprendrez le principe. Donc on a un petit bouvier bernois qu'on va mettre dans la boîte. Donc je vais le mettre dans la boîte, mais je vais mettre, attends, c'est pas fini, je vais mettre une petite fiole de poison. Parfait. Et puis, en fait, Candice, c'est bizarre parce qu'elle fait aussi du 48. Hein. Non, c'est du 12, mais c'est pareil. Et donc, on a un autre bouvier bernois dans la boîte, et je vais lui mettre aussi sa petite fiole de poison. Bien, on ferme la boîte, on ne l'ouvre pas, surtout. Secouer les boîtes. Bien. Alors, on va d'abord parler à Newton. Newton, dis-moi, ton bouvier bernois, comment tu le qualifierais? À ton avis, est-ce que la fiole de poison s'est rompue et ton bouvier bernois est mort, ou elle ne s'est pas rompue et il n'est pas mort? Je suis Einstein, donc il n'est pas mort. Donc il n'est pas mort. T'es Newton, donc il n'est pas mort. En tout cas, on est tous d'accord sur le fait que pour l'instant, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Alors maintenant, on va voir avec Schrödinger. Il ne faut surtout pas ouvrir la boîte tout de suite. Hein. Donc, à ton avis, Schrödinger, ton bouvier bernois est-il mort ou vivant? Il est mort et pas mort. Il est mort et vivant. Il est donc soit dans la physique newtonienne, mort ou vivant, et on va ouvrir la boîte, on va constater que non, il est vivant, tout va bien. Et là, on va dire qu'il est mort et vivant à la fois, mais attention, jusqu'à ce qu'on ouvre la boîte. Parce qu'au moment où on va ouvrir la boîte, il va se figer dans un des deux états, mort ou vivant. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, il est à la fois mort et vivant. On l'ouvre.
Non, il est vivant quand même. Bon, merci pour votre participation. Vous avez été très utile pour nous démontrer donc que dans la physique de Newton et la physique quantique, il y a deux manières complètement différentes de voir les choses. Alors vous allez me dire, mais nous n'avons toujours pas parlé d'informatique et de data. Si on imaginait qu'au lieu d'avoir des bits qui composent nos ordinateurs, on avait des bits quantiques, des qubits. Ces qubits, qu'est-ce qu'ils vont nous permettre? Ils vont nous permettre de remplacer ce que l'on fait depuis toujours, c'est-à-dire des 0 et des 1. Depuis 1890, et même avant, depuis les métiers à tisser, et depuis les machines de Pascal, on a des trous ou pas de trous, 0 ou 1. L'électricité passe ou passe pas, des lampes, des transistors, des microprocesseurs. Vous pouvez avoir la carte Nvidia la plus moderne du monde, ça reste des bits avec des 0 et des 1. Ah, il y en a un grand nombre, mais ça reste le principe. Et si on remplaçait tout ça par des qubits? Les qubits vont utiliser le principe du chat de Schrödinger, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à 0 ou à 1, mais ils sont à 0 et à 1 en même temps. Ça veut dire qu'ils vont avoir une puissance de calcul, parce qu'en fait, vous rajoutez un qubit, vous augmentez de manière exponentielle la capacité de calcul. Et donc, le qubit, c'est l'élément de base de l'informatique quantique. C'est-à-dire que ces qubits vont jouer le même rôle que les bits dans l'informatique traditionnelle, sauf que ça va multiplier dans des proportions absolument incroyables la capacité de calcul. Alors l'ordinateur quantique, il existe, il est là. L'IBM Quantum System 2, celui-là est installé à Saint-Sébastien, au Pays Basque. Il y en a en Suisse, il y en a en Allemagne, il y en a dans différents pays, il y en a bien sûr beaucoup aux États-Unis. Il existe, c'est pas de la science-fiction. Il existe, il fait des calculs, il fonctionne, et vous pourriez même vous-même y accéder pour lancer des calculs et voir si vous avez compris ce que c'était que l'informatique quantique. Alors, moi ce qui me paraît intéressant, c'est de soulever le capot. Moi quand je soulève le capot de ma Peugeot, j'y comprends rien. Alors vous imaginez soulever le capot d'un ordinateur quantique. Hein. On va juste essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça ressemble à ça. Vous allez me dire que ça ne ressemble pas à un ordinateur. Hein. En fait, ça ressemble aux ordinateurs des années 40. Si vous allez chercher une photo de l'ENIAC, 1942, 44, 46, ordinateur qui servait aux États-Unis à faire des calculs d'artillerie, et bien ça avait à peu près la même tête. On est aujourd'hui à la sortie de la recherche fondamentale et au début de la recherche appliquée en matière d'informatique quantique. Et donc un ordinateur quantique, c'est ça. Alors, l'ordinateur, c'est la totalité de la pièce. Là, vous allez avoir le cœur de l'ordinateur dans ce cylindre, et à l'intérieur de ce cylindre, un autre petit cylindre qu'on va regarder, dans lequel on va avoir le processeur quantique. Le processeur quantique, c'est ça. Un processeur quantique, ça a la taille d'un ongle. Donc il faut toute la pièce que vous avez vue avant pour faire fonctionner des qubits qui sont, je vous rappelle, des particules plus petites que l'atome. Donc on peut en mettre sur un ongle des qubits. Mais j'ai besoin de toute une infrastructure autour pour que ça fonctionne. Donc mon processeur, fabriqué par Google, par Microsoft, par IBM, par un certain nombre d'autres constructeurs, G-Wave, Rigetti, Alibaba, il a la taille d'un ongle. Ce processeur, il est généralement dans une matière, un supraconducteur, que l'on peut mettre à proximité du zéro absolu et qui transforme, dans ce cas-là, les qubits que l'on va déposer dessus en état quantique et qui va nous permettre de faire les calculs. Donc au cœur de ça, on a le microprocesseur. Autour de ça, donc le microprocesseur, il est dans ce petit cylindre ici. Autour
autour de ça, il faut qu'on communique avec le processeur. Et là, c'est ce que l'on appelle des portes quantiques. Les portes quantiques, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du gros cylindre que vous avez vu. Et donc, ça va permettre de communiquer entre l'extérieur, les ordinateurs traditionnels qui font faire tourner l'ordinateur quantique, et notre microprocesseur. Et puis, il faut une infrastructure. Parce que je vous ai dit, proche du zéro absolu. Donc, il en faut de la clim. Alors, si tout à l'heure, vous me posez la question, pourquoi on fait ça alors que ça va consommer une énergie fabuleuse? Ben, pas tant que ça. Oui, bien sûr, il va falloir refroidir à moins 273 degrés. Mais si je peux faire des calculs 1 milliard de fois plus rapides qu'avec un ordinateur traditionnel, la consommation énergétique par calcul, elle est en fait bien inférieure à celle d'un ordinateur traditionnel. Mais donc, j'ai besoin de toute une infrastructure. Alors, ceci dit, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie d'avoir ça dans ma salle serveur. J'ai l'impression d'avoir un machin industriel, c'est pas très moderne. Et donc, on a compris qu'il fallait qu'il ait une belle tête, et donc, il faut un emballage. Alors, vous avez l'IBM Quantum System One, ici, à droite, on a l'impression que c'est un ordinateur Apple. D'ailleurs, c'est le même fabricant des verres qui entourent que les verres des Apple Store. Et puis, vous avez des Canadiens de D-Wave qui mettent ça dans un truc qui ressemble un peu plus à un ordinateur. En tout cas, il faut un emballage pour qu'on ait envie de l'acheter. Donc, un microprocesseur, des portes quantiques, une infrastructure et un emballage. Alors, bien sûr, il faut du logiciel. Ça ne tourne pas sans logiciel. Et alors, c'est là que les chiffres commencent à être un petit peu compliqués à comprendre. Le processeur Google Willow, que vous voyez ici, aurait, d'après un article publié dans Nature, exécuté un algorithme 13 000 fois plus rapidement que le plus gros supercalculateur de la planète. Il s'appelle Frontier, il fait 1102 hexaflops, 1102 milliards d'opérations par seconde. Et donc, le processeur, Google Willow, aurait exécuté un calcul 13 000 fois plus rapide que le plus gros ordinateur de la planète. Donc ça vous donne une idée. On n'est pas en train de dire « Oh, c'est génial, on va gagner 3%. » On est en train de rebattre complètement les cartes du calcul mathématique que l'on va pouvoir faire. On parle de passer de plusieurs années à quelques heures de calcul. 200 secondes, une tâche qui prendrait 10 000 ans à un ordinateur classique. Alors là, on a un problème. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aujourd'hui à ça dans les banques. 10 000 ans, c'est peut-être le temps qu'il me faut pour casser les algorithmes RSA des ES. 10 000 ans de calcul, c'est peut-être le temps qu'il me faut pour casser la blockchain. Personne ne va attendre 10 000 ans. Mais si ça devient 200 secondes, l'ensemble du système financier mondial risque d'être pris en défaut par cette capacité que l'on aurait à casser les systèmes de cryptage existants. Alors, c'est des banquiers qui sont tranquilles, ils ne montrent pas leur peur. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils ont les chocottes. Parce qu'il suffirait que, je ne sais pas, un pays, la Chine, annonce et démontre qu'elle a été capable de casser ces algorithmes de cryptage pour que tout le système financier mondial s'écroule. Et donc aujourd'hui, dans les banques, c'est la course pour développer des algorithmes de sécurité qui sont résistants à l'informatique quantique. Quand je dis c'est la course, c'est parce que ces ordinateurs quantiques, pour l'instant, vous ne pouvez pas en acheter. Si vous êtes le centre de calcul de Los Alamos en Californie qui s'occupe de bombes atomiques, oui, mais ce n'est pas en vente libre. Donc, on n'a pas tellement peur qu'il y ait un groupe de hackers qui dépense 100 millions de dollars pour acheter un ordinateur quantique. Par contre, un État qui deviendrait voyou à l'échelle internationale pourrait accéder à ce type de ressources. Les Russes fabriquent des ordinateurs quantiques. Les Chinois fabriquent des ordinateurs quantiques. Est-ce qu'ils vont l'utiliser uniquement pour faire des choses positives? On verra bien. Mais donc aujourd'hui, les temps de calcul vont être complètement détruits par ces futurs ordinateurs quantiques. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi? Ben, ça sert à résoudre tous les problèmes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui.
La santé. Peut-être quelques jours pour développer un nouveau vaccin contre l'équivalent de la Covid, au lieu de semaines et de semaines de calculs et de tests. Des sujets donc, tels que les molécules, tels que l'allongement de la durée de vie, tels que le changement climatique. Est-ce que je pourrais modéliser les déplacements de l'ensemble des êtres humains pour pouvoir les optimiser et éviter de consommer de l'énergie fossile? Donc, tous les problèmes que l'on ne sait pas résoudre aujourd'hui, parce qu'ils sont trop complexes d'un point de vue mathématique, peut-être que demain, on saura les résoudre. Je dis peut-être, hein, parce que ni moi ni personne n'avons la certitude qu'on arrivera à ça dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais c'est aujourd'hui un sujet sur lequel quand même on travaille depuis 100 ans. Et donc on est en train de se rapprocher de ces résultats. Alors aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des entreprises qui travaillent sur ces sujets d'informatique quantique. BMW, pour optimiser les trajets des robots de peinture ou des robots de soudure des voitures. La Poste en France, pour optimiser les tournées des postiers. Les banques, pour calculer l'optimisation et la simulation de portefeuille. Vous allez me dire, on sait le faire, oui, mais si moi je le fais en un quart de seconde, quand mon concurrent met 1 seconde, je suis meilleur, et peut-être que ça vaut le coup que j'investisse. Donc aujourd'hui, des entreprises comme celles que vous voyez ici, et bien d'autres, investissent dans l'informatique quantique pour être parmi les premiers à bénéficier de ce type d'avantages. Alors, avant que vous me posiez la question, quand est-ce que j'aurai un ordinateur quantique sur mon bureau? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors déjà, à moins 273 degrés dans la poche, ça va faire froid, donc ça va être un peu compliqué. Non, soyons raisonnables. C'est pas un ordinateur qui fait tout. C'est un ordinateur qui fait les calculs. C'est l'équivalent de ce qu'on avait quand on était jeune et qu'on avait les premiers PC qui s'appelaient des coprocesseurs arithmétiques. C'est l'équivalent des premières cartes Nvidia, les cartes GPU, qu'on rajoute à un ordinateur normal pour prendre en charge le calcul graphique. Et bien là, on va avoir ce qu'on va appeler du quantum computing as a service, c'est-à-dire un ordinateur quantique auquel on va faire appel à partir de mon cloud et de mon ordinateur normal. Donc aujourd'hui, par exemple, SAP travaille sur l'informatique quantique. Non pas pour mettre SAP sur l'informatique quantique, mais pour faire appel ponctuellement en finance, en logistique, en prévision des ventes, dans tous les calculs possibles et imaginables, faire appel ponctuellement à une équation qu'on va exécuter en 1 million de fois moins de temps sur un ordinateur quantique. Donc vous n'aurez pas d'ordinateur quantique sur votre bureau, vous n'aurez sans doute pas d'ordinateur quantique dans votre centre serveur, à moins d'être un client extrêmement particulier, mais vous accéderez à des ressources quantiques auxquelles vous ferez appel via le cloud. Et ça, c'est déjà possible techniquement aujourd'hui, ça va se généraliser sans doute aux alentours de 2030. Alors la Suisse, où elle en est là-dessus? Ben, la Suisse n'est pas en retard. La Suisse, comme d'autres pays européens, comme l'Allemagne, comme la France, a d'excellents chercheurs. Et donc, que ce soit dans les universités, à l'EPFL bien sûr, à Zurich, à Genève, à Bâle, vous avez des laboratoires de recherche qui travaillent sur l'informatique quantique. Vous avez par exemple, à l'université de Zurich, a été développé un langage de programmation quantique en open source qui permet d'aller tourner sur les ordinateurs de IBM, de Google, de Microsoft, etc. Donc il y a aujourd'hui des réseaux de technologie, il y a des applications pratiques avec un réseau suisse dédié à l'informatique quantique. Et puis, on a une base académique qui est extrêmement solide. Donc la Suisse est loin d'être en retard. Si je peux me permettre un commentaire, on a en Europe, et je vous considère comme Européens, tout comme nous, les histoires politiques à l'intérieur de l'Europe ne nous intéressent pas forcément. On est un continent dans lequel on a des chercheurs incroyables,
Le problème, par rapport aux États-Unis d'Amérique, c'est qu'on n'est pas les États-Unis d'Europe. Et donc, on a eu le cas récemment, hein, IBM voulait installer en Europe son premier ordinateur quantique. Vous croyez que l'Europe s'est mis toutes ensemble pour se féliciter d'avoir un ordinateur quantique? Non. Les Allemands se sont battus contre les Français et contre les Hollandais pour savoir lequel des trois allait avoir l'ordinateur quantique. Donc c'est un peu dommage, mais bon, on va faire avec ce qu'on a, et ce qu'on a, c'est en tout cas d'excellents chercheurs. Alors la data dans tout ça, ben, il n'y en a pas. Donc Candice m'a autorisé à vous parler d'informatique quantique, elle n'était pas au courant, mais ça n'a rien à voir avec la data. Vous ne stockerez pas de data dans un ordinateur quantique. On va continuer à stocker de la data dans les ordinateurs traditionnels. On va continuer à utiliser l'informatique traditionnelle pour faire du big data. Par contre, lorsque, par exemple, je voudrais exécuter un algorithme d'intelligence artificielle, du calcul pur, ben là, je vais peut-être l'exécuter sur mon ordinateur quantique, sur mon coprocesseur quantique, et je vais peut-être l'exécuter 1 milliard de fois plus rapidement. Donc voilà comment ça va fonctionner et comment ça va s'intégrer à l'intérieur de nos sujets. Alors, comment vous devez réagir par rapport à ça? Alors pour une fois, rassurez-vous, vous n'êtes pas en retard. Nous ne sommes pas en retard. C'est-à-dire que c'est le moment de commencer à s'y intéresser. S'y intéresser avant, il fallait être super bon en physique quantique, c'est un peu compliqué. Par contre, aujourd'hui, en 2026, d'abord, vous pouvez commencer à vous informer. Il y a des tas de conférences, il y a des tas d'articles qui sont publiés. Parfois, c'est un peu dur. Parfois, vous dites « Ah, j'aurais dû écouter en maths en première et en terminale. » Mais vous pouvez essayer de comprendre. Et puis, dès 2026, je crois qu'il faut mettre en place une veille. Essayez de se poser la question « Comment ça va me toucher ? Quel est mon métier ? L'assurance, la banque, l'industrie, l'horlogerie, en quoi ça va me toucher ?» Et mettre en place une veille là-dessus. Après, tranquillement, 2026-2027, il faut sensibiliser vos dirigeants. Leur dire attention, dans 3-4 ans, il y a peut-être un truc qui va arriver. Et puis petit à petit, avoir peut-être des équipes qui vont commencer à se former. Prendre un doctorant en stage, de manière à ce qu'il vienne travailler sur un cas concret chez vous. Faire un partenariat avec une université pour pouvoir commencer à intégrer ses compétences. Q-Sharp, Qiskit, Project Q, tout ça, ce sont des langages en open source que vous pouvez utiliser pour apprendre comment on programme en informatique quantique. Et puis 2029-2030, ce sera le moment d'avoir les premiers cas d'usage. Donc c'est pas pour demain, on n'est pas en retard, mais en même temps 2030 c'est après-demain. Et donc pour une entreprise, aujourd'hui les banques, je pense à BBVA par exemple, BBVA est une des banques qui investit le plus en informatique quantique, pour eux c'est demain. Et donc il faut véritablement commencer à investir pas à pas et à construire un plan. Alors pour terminer sur l'ouverture sur le futur, dans cet excellent roman que je vous conseille, Origine de Dan Brown, on raconte l'histoire d'un savant qui a utilisé un ordinateur quantique pour répondre aux deux questions principales que nous, êtres humains, nous nous posons. D'où venons-nous? Où allons-nous? Notre passé, notre futur. Et il y a, dans le livre, grâce à un ordinateur quantique, réussi à modéliser le futur et à déconstruire le passé. Et il répond à ces deux questions. D'où venons-nous? Où allons-nous? Et il se met à dos qui? Toutes les religions. Toutes les religions dont la seule raison d'être est de nous vendre d'où nous venons et où nous allons. Et donc, c'est un roman. Donc, c'est un roman qui nous raconte cette course incroyable, je ne spoilerai pas la fin, donc cette course incroyable entre un chercheur qui veut faire connaître au monde la vérité, d'où nous venons et où nous allons, et toutes les grandes religions qui essaient de l'abattre pour que personne ne puisse savoir d'où nous venons et où nous allons. Donc, à poser sous le sapin, vous allez voir, vous allez le dévorer en 1 ou 2 journées. C'est vraiment un bouquin magique. Et puis, ça vous ouvre un petit peu à ces sujets d'informatique quantique. Alors, j'espère que vous n'avez rien compris.
Parce que, comme le dit un chercheur, si vous croyez que vous avez compris quelque chose à l'informatique quantique, c'est que vous n'avez rien compris. Et donc c'est très très important que vous gardiez ces yeux ouverts sur le sujet pour vous dire, voilà, mais rassurez-vous. Et puis dites à vos amis, j'ai rien compris à ce qu'il nous a raconté, mais il nous a dit qu'Einstein n'avait pas compris non plus, donc finalement vous n'êtes pas trop mal quand même. Et donc on n'a rien compris, c'est normal, ça va venir petit à petit. Peut-être par exemple que ce qui nous est tous arrivé, l'impression de transmission de pensée, c'est peut-être ça l'intrication. Lorsque vous pensez quelque chose et quelqu'un d'autre a pensé la même chose que vous, vous dites c'est pas possible, c'est une coïncidence. C'est peut-être de l'intrication quantique. Rappelez-vous que les Gaulois pensaient que le ciel allait retomber sur la tête à chaque fois qu'il y avait un orage, donc on peut bien penser que la transmission de pensée, ce serait l'intrication quantique. Donc voilà, je vous laisse sur le sujet. Je vous laisse penser à tout ça. Il y a de quoi penser pour les années qui viennent.